l'invité de la matinale sur La Première. Il est précisément 6h48, l'heure de retrouver Christophe Manquès, l'invité de ce lundi matin, océanographe et climatologue à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Christophe Manquès. Bonjour. Une première édition pour la Journée mondiale des océans qui a connu notamment une forte affluence ce dimanche à l'île aux Canards. Plus globalement, la gestion de nos océans, c'est une initiative importante qu'il faut tous prendre à cœur. Oui, je pense qu'on s'en aperçoit, la gestion de notre environnement d'une manière générale, l'océan faisant partie des 70% des surfaces les plus importantes sur la planète. Donc évidemment, c'est très important. Le réchauffement climatique, est-ce que ce n'est pas un phénomène sous-estimé en Nouvelle-Calédonie ? Le réchauffement, je ne pense pas, en tout cas dans la conscience des gens, le réchauffement climatique est très présent. J'étais avec des élèves de BTS la semaine dernière et ils avaient ça à cœur. Donc en tout cas dans la jeunesse, c'est très présent. La majorité des scientifiques s'accordent pour affirmer que d'ici 50 ans, le réchauffement climatique atteindra 4 degrés. Conséquence, la mer va monter d'1 mètre en moyenne. La situation, elle est critique dans de nombreux pays du Pacifique. En Nouvelle-Calédonie, on est loin d'être à l'abri, Christophe Manquès. Je pense que tous les pays du globe sont concernés. En Nouvelle-Calédonie, on est loin d'être à l'abri. En même temps, sur la montée des eaux, on n'est pas très touché, moins que d'autres petits îlots des pays insulaires du Pacifique. On n'est pas très touché, mais par exemple, il y a un spécialiste de géopolitique, de l'environnement et des migrations qui s'appelle François Gémen, que vous devez connaître. Il a tenu une conférence en janvier dernier, ici à la CPS à Nouméa, et il disait notamment que c'est aujourd'hui que les décideurs doivent s'organiser pour faire face à l'inéluctable. Vous partagez son sentiment toutefois ? Oui, je pense que l'inéluctable, comme vous dites, est en effet inéluctable. Dans le climat actuel où les gaz à effet de serre ne sont pas diminués, eh bien on prévoit donc 3 degrés dans 70 ans et une montée des eaux d'environ 50 Mais ça veut dire centimètres. quoi exactement qu'il faut se décider tout de suite ? Ça veut dire que les politiques doivent avoir des actions concrètes ? Oui, là, on le dit tous dans le monde scientifique, on doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour diminuer l'impact du changement climatique. Oui, mais ça va beaucoup plus loin, puisque François Gémen lui disait carrément, cela va être de savoir quelle partie du territoire, quelle partie de la côte va-t-on décider de protéger, et quelle partie va-t-on décider d'abandonner quelque part à la hausse du niveau des mers. Oui, on doit se poser ces questions-là, mais avant de se poser ces questions-là, il faut savoir lesquelles de ces parties seront les plus impactées, ce qu'on ne sait pas vraiment encore. Comment ça se fait ? Parce qu'on ne connaît pas tous les mécanismes qui conduisent à l'érosion du littoral, à la formation, la déformation, l'accrétion, enfin ce qui gouverne les îlots et les côtes. On sait qu'il y a beaucoup d'érosion, on sait qu'il n'y a pas que le changement climatique, il y a des événements extrêmes, des cyclones, ce genre de choses qui impactent l'érosion. On a besoin de savoir tout ça, donc on a besoin de faire un certain nombre de recherches encore pour savoir quelles zones sont les plus impactées. On en voit déjà, à Ouvéa en particulier, mais la manière dont ça se fait, tous les processus ne sont pas bien connus. On sait que ça a lieu, que la montée des eaux a lieu, que l'érosion se produit dans un certain nombre d'endroits, mais tout n'est pas lié au changement climatique. La main de l'homme sur la modification de son environnement également impacte le trait de côte et le littoral, et on a besoin de mieux connaître ça. La main de l'homme a un impact donc sur l'environnement, sur le réchauffement climatique. Vous travaillez notamment avec les îles du Pacifique qui sont plus touchées par ce phénomène. Je pense au Vanuatu, à Tuvalu, à Kiribati. Oui, en fait, la science, ce type de science sur le climat, comme toutes les sciences d'ailleurs, se fait de manière collaborative avec tout un tas d'acteurs. On travaille non seulement avec les îles du Pacifique, les hommes politiques des îles du Pacifique, mais également nos acteurs calédoniens, que sont la CPS, l'IFREMER et l'Université de Nouvelle-Calédonie, pour mieux comprendre ces phénomènes de changement climatique. Il y a quand même des situations extrêmement critiques dans ces îles-là, au Vanuatu notamment, où une tribu a dû s'éloigner du bord de mer. Dans certaines îles comme Kiribati ou Tuvalu, on réfléchit à acheter d'autres îles pour pouvoir mettre à l'abri ces populations-là. Ça, c'est des situations extrêmes. Oui, bien sûr. Les îles basses sont évidemment les plus touchées. Les Tuvalu, les Maldives également dans l'océan Indien sont des îles dont on se demande si elles vont disparaître ou pas, selon l'ampleur du changement climatique qu'on ne connaît pas bien. Parce que le changement climatique, dans les 100 ans à venir, va dépendre de la manière dont on continue à émettre des gaz à effet de serre. Et ça, pour l'instant, on a différents scénarios. Ça veut dire qu'il peut y avoir un renversement de la situation de ce réchauffement climatique ? Non.
Non. Excusez-moi de vous interrompre. Non, ça, là, non, il n'y a pas de renversement. Même si on arrêtait d'émettre des gaz à effet de serre, ce qu'on souhaite, mais ce qui est très difficile économiquement, on a une persistance des effets des gaz à effet de serre qui va durer au moins 100, 200, 300 ans. Donc non, il n'y a pas de renversement. On est sur la pente du changement du climat de la main de l'homme. C'est extrêmement pessimiste. Oui, mais bon, voilà, il faut en avoir conscience et prendre des actions, en tout cas en avoir conscience et se dire qu'il faut vraiment avoir une politique de diminution des gaz à effet de serre et une politique aussi d'adaptation au changement climatique, car il a lieu. C'est toute la vie de l'homme, toute la vie des hommes, toute la vie de la planète finalement qui va se trouver modifiée. Oui, alors maintenant, ce sont des échelles qui sont très lentes, puisqu'on parle de 100 ans. Bon, c'est lent et pas lent en même temps. Oui, mais donc en avoir conscience et pouvoir prendre des actions et se poser la question et prendre des actions politiques surtout pour diminuer ces gaz à effet de serre. Bon, alors le réchauffement climatique, il accroît également la fréquence du blanchissement des coraux. On en parle beaucoup en Nouvelle-Calédonie. Je sais, la situation est tout autre par rapport à l'Australie, mais tout de même, est-ce que ce sont des situations que vous suivez de très près chez nous ? Oui, alors nous avons eu une action à l'IRD en particulier sur le suivi des récifs coralliens autour de la Nouvelle-Calédonie dans un projet pluripartenaire. Donc on a des scientifiques qui sont spécialistes des coraux qui suivent ça avec des campagnes à la mer, des suivis de colonies. Tous les mois, on sort et on répertorie quelles colonies ont blanchi, ont récupéré, dans quel état elles sont, à travers différentes choses différents endroits de la Nouvelle-Calédonie, en association, en collaboration avec des associations en particulier. Concrètement, c'est quoi la situation chez nous en Nouvelle-Calédonie de ce phénomène de blanchissement des coraux ? Eh bien, concrètement, il y a eu un épisode important en 2016, mais qui n'était pas lié forcément au changement climatique. Et l'immense majorité du récif corallien a récupéré. Donc, les coraux sont en bon état en Nouvelle-Calédonie par rapport à ce phénomène. On ne sait toujours pas pourquoi les coraux chez nous récupèrent. Nous sommes dans une situation où la température de l'eau est relativement basse par rapport à d'autres endroits comme au nord de l'Australie. Et donc, lorsqu'on a un stress thermique important pendant un certain temps, les coraux blanchissent. Mais ce stress thermique, il est épisodique pour le moment dans les conditions actuelles du climat. Une des grandes questions, c'est la température augmente. Comment les coraux, donc le stress thermique augmente potentiellement, comment les coraux peuvent ou pas s'adapter à ce genre de stress thermique. Et chez nous, certains coraux ont une capacité extraordinaire, on peut le dire, à s'adapter justement à ce stress thermique dont vous parlez. On l'a bien vu sur des courtes périodes, puisqu'on a vu que le blanchissement, en tout cas le stress thermique avait duré 2 mois environ en 2016. Sur des courtes périodes, nous avons des espèces de coraux qui récupèrent parfaitement de ce stress thermique. D'autres espèces récupèrent moins bien. Donc ça, ce sont des grandes questions qu'on se pose. Les scientifiques australiens, par exemple, est-ce qu'ils viennent observer ce phénomène-là en Nouvelle-Calédonie, puisque la situation dans la Grande Barrière du Corail et dans la baie de Sydney est quand même catastrophique ? Oui. Eh bien oui, je pense que tous les scientifiques de tous les pays veulent aller observer dans d'autres pays. Les Australiens en particulier viennent chez nous pour des actions collaboratives et mieux comprendre ce qui se passe. C'est important de pouvoir comparer des sites parce qu'on a des colonies de nature différente, des conditions hydrodynamiques de l'océan de manière différente, ce qui nous permet de mieux projeter ce qui va se passer dans le futur. Autre phénomène, Christophe Manquès, c'est l'acidification des océans. Est-ce que c'est un phénomène qui est observé aussi chez nous, puisque c'est un phénomène mondial, visiblement? Oui, ça, c'est un phénomène mondial, comme tous les impacts du changement climatique, d'ailleurs. Donc l'océan s'acidifie lentement, enfin il s'acidifie, et la grande question posée, c'est la dissolution de tous les composés qui sont sensibles à l'acidification, en particulier les coraux. Alors maintenant, il est débattu, la manière dont ces organismes réagissent à l'acidification est débattue. On a parlé de dissolution, etc., mais bon, il reste à faire pas mal de recherches pour comprendre si oui ou non les espèces sont vraiment sensibles à cette acidification telle que projetée avec le changement du climat. Très bien. Christophe Manquès, vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes océanographe, climatologue à l'IRD. On se retrouve tout à l'heure à 7h06. Invité ce matin est Christophe Manquès, océanographe et climatologue à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Et nous attendons vos questions, comme chaque matin, à partir de maintenant et pour 10 minutes, au 258 258. N'attendez pas, s'il vous plaît, le dernier moment pour nous appeler. Thierry Belmont. On parlait donc de l'acidification des océans. Les océans deviennent de plus en plus acides. Christophe Manquès, quels sont les effets sur la vie marine ?
Oh, alors ça, c'est une vaste question. On se pose les effets de la dissolution de tous les organismes qui ont du carbonate, qui ont du calcaire dans leur tissu, puisque quand on acidifie l'océan, on dissout potentiellement ces roches. Je crois qu'on ne sait pas encore très bien quelles sont les conséquences de cette acidification sur les organismes. Donc on a peur, bien sûr, puisque potentiellement ça dissout un certain nombre de squelettes des organismes, mais on ne sait pas très bien parce que d'autres organismes peuvent s'adapter et certains organismes résistent bien à cette dissolution. Donc en particulier sur les coraux, c'est débattu. Certains coraux vivent dans des conditions très acides et j'ai des collègues qui étudient ça. Même en ce moment, il y a un collègue qui est en Papouasie-Nouvelle-Guinée près des remontées hydrothermales très acides, justement pour regarder ces mécanismes-là. Mais ce sont des enjeux très importants pour l'environnement. Oui, évidemment. Certains scientifiques disent, en tout cas, que certains organismes n'ont pas eu le temps de s'adapter parce que cette acidité est quand même très rapide. Il y a le zooplancton aussi qui est menacé. Enfin, c'est toute une chaîne alimentaire, jusqu'à l'homme d'ailleurs, qui est inquiétante pour les scientifiques. Et pour les hommes disons qu'on se pose la question à toutes les échelles trophiques, comme on dit, en effet, le phytoplancton qui sont les plantes, le zooplancton qui sont l'équivalent des petits insectes, et puis des poissons plus gros qui se nourrissent sur le zooplancton. J'ai un collègue qui à la CPS qui étudiait l'effet de l'acidification sur la formation du squelette des gros poissons, des thons en particulier. Donc on se pose vraiment la question de cet effet sur toute la chaîne trophique, en effet. Alors, environ 5 000 milliards de sacs plastiques, ça c'est un phénomène quand même assez gigantesque, on en parle beaucoup dans l'actualité, les sacs plastiques. 5 000 milliards de sacs plastiques sont consommés chaque année dans le monde et une infime proportion est recyclée. L'ONU a lancé il y a quelques semaines un cri d'alarme. Ce sont nos modes de consommation actuels, Christophe Manquès, nos pratiques de gestion des déchets qui doivent changer pour pouvoir lutter contre les sacs plastiques dans les océans. Certainement, évidemment. J'entendais une émission sur l'Inde et des Indiens étaient interrogés et s'étonnaient de la consommation excessive de ces sacs plastiques, en effet, qui sont lessivés pour un certain nombre dans l'océan. Et pas paradoxalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les sacs plastiques en eux-mêmes sont dangereux pour l'environnement, mais aussi le fait qu'ils puissent agréger sur eux tout un tas de polluants qu'on déverse par ailleurs dans l'industrie, jusqu'à 1 million de fois plus que dans leur environnement naturel. Donc ce sont des vecteurs sur lesquels les polluants s'agrègent et qui ensuite rentrent dans la chaîne alimentaire. Donc le plastique lui-même, mais également son caractère de vecteur de polluants organiques en particulier, ça c'est quelque chose qui est très très préoccupant. Oui, en Asie, les effets de la pollution plastique sont dramatiques. La Chine, l'Indonésie, les Philippines, la Thaïlande, le Vietnam, à eux seuls, disait ce rapport de l'ONU, ces 5 pays rejettent chaque année plus de 4 millions de tonnes de plastique dans les mers, soit la moitié du total des rejets. Et si rien n'est fait, d'ici à 2025, ce seront 250 millions de tonnes de déchets plastiques qui seront accumulés dans les eaux du globe, selon les chercheurs. Il y a des initiatives qui sont menées actuellement avec Christophe Manquès pour pouvoir débarrasser les océans de ces sacs plastiques. Toute initiative, évidemment, est bonne à prendre. Oui, c'est évident. Ça commence par notre attitude nous-mêmes au quotidien. Moins on utilise de sacs plastiques, mieux on va se porter, mieux l'environnement va se porter. Il y a tout un tas d'initiatives. On ne peut pas battre la nature malgré tout. C'est que si on utilise des sacs plastiques, la majorité des plastiques se retrouvera dans l'océan et s'accumulera là où les courants marins, et ça qu'il faut comprendre également, là où les courants marins vont les concentrer. Et donc on a parlé du 7e continent. Dans tous les océans se trouvent des grands systèmes tourbillonnaires qu'on appelle les gyres qui concentrent les sacs plastiques, mais qui se dissolvent également en libérant tout un tas de substances. On a tous des initiatives individuelles à mener. Et puis les politiques aussi peuvent s'adapter. On a vu qu'au Japon, par exemple, certains sacs plastiques sont utilisés comme combustible et puis d'autres sont incinérés. Il y a aussi peut-être des politiques à mener, même chez nous, en Nouvelle-Calédonie.
La démarche citoyenne, ça s'accompagne évidemment d'une démarche politique. Hein. Je pense que c'est la même chose. Il y a le citoyen et l'homme politique qui est également un citoyen. Donc évidemment, la démarche politique est extrêmement importante pour accompagner la démarche citoyenne et puis la politique de gestion de l'environnement d'une manière générale. Est-ce que les politiques se bougent assez, justement? Est-ce qu'il ne faut pas les faire bouger? Est-ce que ce n'est pas aussi votre rôle, à vous, scientifiques, de lancer le cri d'alarme, quelquefois? Bien sûr, c'est notre rôle. C'est extrêmement important que nous, scientifiques, puissions apporter des connaissances objectives aux hommes politiques pour leur faire prendre des actions. Donc on n'arrête pas d'essayer de faire ça. C'est extrêmement complexe parce que les hommes politiques sont entre deux feux, entre les citoyens, les scientifiques éventuellement, et puis le monde économique qui a ses contraintes. Et c'est ça le problème, c'est que pour les sacs plastiques, nous vivons dans un monde qui s'est développé avec des sacs plastiques. Revenir en arrière, extrêmement difficile. Oui, mais il en va de la santé des océans et de la santé de l'homme en général. Il est 7h12. On part au standard. Alan a composé notre numéro. Bonjour Alan, soyez le bienvenu. Oui, bonjour à tous les deux. On vous écoute. Une petite question. Bon, c'est vrai que ce problème du sac plastique est extrêmement préoccupant. Tel qu'il est décrit par les différentes personnes, différents intervenants, c'est une véritable catastrophe écologique. Ça, on ne peut pas le nier. Par contre, il m'avait semblé lire qu'on avait trouvé une bactérie plasticivore qui pourrait, je ne dirais pas résoudre le problème, mais au moins le diminuer. Est-ce que c'est exact ou pas? On vous répond, Alan. C'est Christophe Manquès qui est avec nous ce matin sur cette bactérie qui mangerait le plastique. Alors, je suis pas spécialiste. Je pense que la bactérie doit décomposer le plastique. Un des problèmes, alors j'imagine, je ne sais pas, hein, c'est qu'on ne peut pas introduire comme ça des organismes dans l'océan ou n'importe où à une échelle qui correspond à l'échelle de la pollution qu'on a pour les plastiques. Donc je pense que malgré tout, même si la bactérie détruit les sacs plastiques, la source initiale et notre comportement sur la production désordonnée des plastiques doit être modifié. On a vu aussi qu'il y avait un jeune homme qui avait inventé une machine, une sorte d'aspirateur qui pourrait se rendre à bord de bateaux pour pomper le plastique de ce 7e continent dont vous parliez tout à l'heure. Oui, je crois qu'effectivement, toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Alors, aller sur un bateau, pomper des sacs plastiques en plein océan, dans le Pacifique en particulier, qui est très loin des côtes, ça doit coûter extrêmement cher. Je crois à nouveau que la bonne politique, bien sûr, celle-là, il faut avoir ses politiques individuelles, c'est important, mais la bonne politique, malgré tout, c'est à la source pouvoir diminuer nos productions de plastique. On est d'accord, mais il faudra nettoyer quand même à un moment donné. Oui, alors moi je ne sais pas comment on va faire ça, parce que la nature accumule ces plastiques partout qui sont lessivés dans l'océan et qui se diffusent dans l'océan, donc je ne sais pas comment on fait ça. Autre sujet, la remarquable biodiversité et la beauté préservée des lointaines Chesterfield. Les îles Chesterfield, est-ce qu'elles sont compatibles avec les croisières de luxe? C'est la question. Non, martèle Ensemble pour la planète qui a lancé une pétition afin de mobiliser le public contre ce projet. Pas mal de signatures déjà recueillies. Oui, avec la réglementation adéquate, répond le gouvernement. Le porte-parole du gouvernement l'a encore martelé hier soir sur notre antenne télé. Où se situe votre marqueur? Mon marqueur personnel, je suis allé au Chesterfield, nous avons fait des campagnes à la mer pour étudier les oiseaux marins, donc les Chesterfield comme les îles éloignées de Nouvelle-Calédonie, ce sont des joyaux. Et moi, ma position, c'est qu'il faut les protéger. Donc je serais pour interdire le labor des îles Chesterfield par des navires touristiques, parce que de toute façon, immanquablement, on va détruire l'environnement. On va laisser les gens marcher sur les coraux, même si on réglemente. Donc moi, je suis pour en faire des zones protégées. Ma position est très claire là-dessus. Oui, les îles Chesterfield qui se situent à 550 km de la Nouvelle-Calédonie. Petit bijou, dit-on, de la biodiversité. Véritable havre de paix pour de nombreux animaux. Et puis pour ces coraux, évidemment, qui sont en ce moment menacés. Tout à l'heure, vous disiez que dans 70 ans, l'eau aurait monté de 50 cm à peu près. Donc, réduction de la surface des terres émergées. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça pourrait représenter pour la Nouvelle-Calédonie en pourcentage de terres qu'on va perdre? Alors, je ne sais pas, moi, répondre à cette question. La Nouvelle-Calédonie, sauf les atolls et les îlots, c'est une île haute, donc on va perdre des terres. Ce sera
nettement moins impacté la Nouvelle-Calédonie que les îles Basses. Oui. Donc on risque pas de disparaître, quoique les parties basses de la Nouvelle-Calédonie vont être immergées. Mais bon, il faut savoir que ces 50 cm, c'est 50 cm à l'échelle du globe. Ce qu'on ne sait pas très bien pour l'instant, c'est... et les 50 cm se répartissent de manière différente dans toutes les parties du monde. On ne sait pas très bien les endroits, précisément les endroits qui vont plus, où l'eau va plus monter que d'autres. D'accord. Impliquer la population à la préservation de notre environnement, c'est ce que font en ce moment la plupart des associations. Ce sont des initiatives qui sont de toute façon très bonnes à prendre. Christophe Manquès. Oui, bien sûr, hein, c'est ce qu'on appelle... ce sont les initiatives citoyennes, c'est également le but de la science participative. Nous, notre rôle de scientifique, c'est d'informer le plus possible sur les conditions objectives, par exemple de la montée des eaux, par exemple de l'évolution de la température, par exemple de l'acidification. Donc pour ça, on continue de travailler avec tout un tas de collègues. Mais quand on voit les détritus qui jonchent quelquefois la nature et les rivières, on peut se poser la question, voilà, s'il y a une vraie prise de conscience. Merci Christophe Manquès. Merci. Merci.